guise de conclusion, je ne sais pas si ce sera une conclusion, mais nous avons le grand plaisir et le grand honneur d'avoir ce soir le président de Syntec Numérique, Godefroy de Bensman, que j'appelle maintenant à venir nous faire part de son point de vue. Bon, je ne vais pas me mettre au pupitre parce que je n'ai pas préparé beaucoup de slides. Mais évidemment, le sujet des ESN et des mid-cap est un sujet qui est cher à mon cœur. D'abord parce qu'il y a 25 ans que je suis dans le métier. Et puis ensuite, c'est plus de 50% de mes adhérents. On a 2000 adhérents chez Syntec Numérique. Mais sur les 2000, il y en a bien un millier qui sont des PME, on va dire ESN, ou des mid-cap, ou qui sont en passe de devenir mid-cap. Donc la question de leur avenir, évidemment, est un sujet important. Comme il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que j'étais d'accord avec presque tout, bon, je vais quand même aller vite, je sais qu'il est tard et que vous avez envie d'aller boire un coup. Mais il y a quand même une question qui serait presque une question un peu sacrilège que je voudrais vous poser, c'est finalement, est-ce que l'âge d'or des mid-cap, des ESN et des ESN mid-cap n'est pas en train de se terminer? En tous les cas, ma conviction, en vous entendant d'ailleurs, ça me confirme dans ce que je pense et dans ce que vient de dire d'ailleurs mon ami Vincent, il y a quand même aujourd'hui des transformations majeures qui sont en train de s'opérer et qui font qu'on ne peut pas imaginer l'avenir des 5 ans qui viennent. Je ne me projette pas à 25 ans, hein, dans les 5 ans qui viennent. C'est sûr que pour les ESN et les ESN mid-cap, la vie va être différente. Pour plusieurs raisons. Vous l'avez évoqué, la maturité des clients. Vous vous souvenez, il y a 5 ans ou 5-6 ans, les clients étaient quand même en mode panique et ils n'avaient plus confiance dans les très grands opérateurs, y compris d'ailleurs GFI, tu le disais tout à l'heure, hein, ou un certain nombre j'ai cru comprendre de qui tu parlais, en disant qu'ils ne voulaient plus travailler avec vous. Mais il est certain que nos clients se sont retrouvés dans une situation où ils n'avaient pas confiance dans les très grands, qui avaient des intérêts, qui étaient conflictés finalement, pour les accompagner vers quelque chose qu'ils ne comprenaient pas très bien. Donc ils ont cherché des petits. Et puis, les très grands n'étaient pas forcément sur l'innovation, les petits l'étaient. Il y avait plein de bonnes raisons pour lesquelles les clients ont accepté d'ouvrir leur référencement, c'était d'ailleurs même plus des référencements, à des petits ou des moyens, on va dire. Hein. Aujourd'hui, ils ont compris que le sous-jacent technologique est devenu pas simplement une manière de faire plus vite et d'opérer, c'est un renversement majeur dans la manière de penser les business models. Donc en fait, le futur business model des grands clients ou des clients en général, c'est la manière dont ils vont utiliser la technologie pour inventer un nouveau modèle, pour quelque chose qu'ils n'ont pas forcément complètement identifié, mais ils savent que la recette se cache là. Et qu'ils vont pivoter comme une start-up à un moment donné, et tout l'art, ce sera d'exécuter, comme tu le disais, je crois, et d'exécuter ce pivot. Alors c'est plus facile pour une start-up, c'est plus difficile pour une grande entreprise, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, comme ils ont compris que la technologie sous-jacente de leur processus, de leur offre client, c'est de la techno, eh bien, ils ont recruté, ou ils recrutent toujours, ils recrutent chez nous d'ailleurs, et ils ont aujourd'hui des équipes qui n'ont plus rien à voir avec les équipes qu'on avait il y a 5-6 ans. Et elles sont au moins aussi bonnes que chez nous, voire meilleures. Ils ont pris les meilleurs, pas difficile. Donc on a en face de nous des clients qui sont aujourd'hui très affûtés, qui comprennent très très bien où ils doivent aller, qui comprennent très très bien nos sujets. À mon avis, il ne reste pas beaucoup de sujets sur lesquels ils sont moins bons que nous. Alors ils n'ont pas forcément les volumes, donc je dirais que pour faire le rollout de solutions, bien sûr qu'ils auront besoin de sous-traitants ou de fournisseurs. Pour faire ce rollout, tu parlais tout à l'heure du legacy qu'il va falloir transformer. C'est certain que là il y a des bataillons de gens qu'il va falloir activer, mais il est certain que le créneau qu'a eu pendant 5 ans, ce que j'ai appelé l'âge d'or, 5-6 ans, les mid-cap pour prendre, et d'ailleurs les start-up aussi bien sûr, hein, pour prendre des positions dans les grands groupes ou dans les lumières générales sur le marché, est en train de changer. Je pense réellement que nos clients, nos grands clients en particulier, ont les moyens de discuter avec nous d'égal à égal sur tous les sujets et ils ont une exigence maintenant de réaliser. Et il n'est pas certain que les mid-cap soient capables de réaliser. En tous les cas, aujourd'hui, réaliser, ça va être industrialiser des choses qui ont été d'époque, ou en tous les cas des sujets assez limités, et puis toucher au legacy. Et on ne peut pas imaginer la suite de ces grands groupes sans toucher au legacy. Donc ces mid-cap, elles ont vécu une période qui a été une période fabuleuse, elles ont pu prendre des positions. Et la question pour moi aujourd'hui, c'est comment elles vont répondre à ces clients, comment elles vont répondre à un marché qui change avec, on l'a évoqué un tout petit peu, mais le sujet des indépendants, en tous les cas du changement d'état d'esprit de nos ressources, hein, finalement. Et il est certain que ça nous oblige, en tous les cas les mid-cap, mais les PME,
même les petits d'ailleurs, à changer de modèle, à intégrer, et j'ai entendu qu'on commençait à le faire bien sûr, mais à intégrer là aussi je dirais une nouvelle manière de travailler avec des gens qui sont à l'extérieur et qui ne sont plus forcément dans nos équipes, mais sur lesquels il faut pouvoir s'appuyer. Et puis nos clients s'appuient directement sur eux aussi. Et puis il est certain que l'état d'esprit de nos ingénieurs sur le marché, ceux qu'on cherche à recruter, ceux qu'on cherche à garder, a tellement changé que effectivement la marque employeur, c'est un sujet majeur. Donc finalement, pour ces mid-cap, comment ils doivent voir l'avenir? Ma conviction, c'est que s'ils ne voient pas l'avenir en se disant que d'abord, on va sortir du modèle qui a pu être un modèle sur les 15 ou 20 dernières années, d'être un petit généraliste, je crois vraiment qu'ils n'auront pas le choix. Je crois que l'avenir des mid-caps, ça va quand même être d'avoir des différences très fortes avec des grands généralistes, ou même pas forcément généralistes, qui sont plus généralistes, les grands. Ils ont fait des petites acquisitions, ils ont bien compris qu'ils ont d'un côté le legacy sur lequel ils ne gagnent pas d'argent, il y a presque zéro de croissance sur le legacy, et effectivement, sur 25% du business, qui est ce qu'on a appelé les SMAC, il faudrait changer de nom un jour, mais c'est plutôt 16, 17, 18%. Donc ils ne sont pas idiots, au bout de 5 ans, ils ont compris. Donc ils font aussi de la technologie, ils font aussi du digital. Donc on a quand même les mid-cap ont quand même en face 2 des très grands qui sont capables de faire du digital, comme les mid-cap, et qui sont agiles, comme les mid-cap. Donc si les mid-cap ne sont pas capables d'aller chercher la spécialité, le vertical, et tout à l'heure j'entendais Mehdi, je crois, dire qu'au fond il y a plein de briques et chacun construit son mur, construit sa maison, hein. Bien sûr qu'au fond probablement tous les modèles peuvent marcher. Et peut-être que travailler, se spécialiser sur le legacy, ça peut marcher. Je suis sûr qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent sur les 370 d'IBM, il reste quelques spécialistes, il y a peut-être encore un marché. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun va devoir fermer des portes. Rester porté par le flot, comme on l'a été depuis quelques années, je ne crois pas que ça va durer. Et je pense qu'aujourd'hui, une bonne mid-cap qui veut chercher la croissance et la rentabilité, il va falloir qu'elle fasse des choix. Et faire des choix, ça veut dire fermer des portes, encore une fois, et qui sont probablement des portes qui ont pu être rentables, des portes sur lesquelles on investit. J'entendais parler de l'international, et certains que l'international, ça peut être un rêve. C'est d'ailleurs peut-être toujours un rêve. Je n'ai pas entendu complètement les positions sur l'international tout à l'heure. Je pense que l'international, nous, alors, je prends ma casquette devotée, mais on en a fait beaucoup, puisque pour le moment, on est une des rares ESN qui a pris très résolument ce chemin depuis quasiment le début. Je ne suis pas sûr qu'on ait dégagé plus de valeur d'ailleurs quand je me compare avec les gens avec qui on se compare depuis 25 ans. Assez régulièrement avec mon frère Stan, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a gagné à aller à l'international plutôt qu'à devenir encore plus gros là où on était en France. Bon, ça reste une discussion, mais ce que je veux dire, c'est qu'en revanche, quand je me projette sur 20 ans et que je regarde ce que ça nous a coûté, l'international, la difficulté, c'est qu'on n'a pas la main comme on l'a en France. Donc l'international, si on n'a pas la masse critique, on a forcément un bug dans les 3, 4, 5, 6 ans qui viennent, parce qu'on a un problème de management, un problème de corruption, un problème d'être trop focalisé sur un client. Il y a des sujets qu'on maîtrise beaucoup moins bien que sur ces assets. Quand on n'a pas suffisamment de masse critique, c'est un énorme problème. Donc c'est des portes qu'on peut ouvrir, et puis après, il y a un moment donné, il faut se poser la question de la fermer. Donc voilà, pour moi, les mid-cap aujourd'hui, elles ont ce challenge de se dire au fond, où est-ce que je veux être bon? Sur la tech, sur du fonctionnel, sur une combinaison, sur de la solution. Vincent disait, pourquoi pas sur de l'IP, hein, développer du produit. Ça peut être aussi une stratégie. Bon, je pense que c'est une stratégie risquée pour des mid-cap parce qu'il faut pouvoir le financer. Mais en tous les cas, c'est être capable de se dire où est-ce que je vais faire la différence, parce que je ne peux plus être un généraliste, ou en tous les cas, surfer sur les vagues qu'on a, je dirais, voilà, les portes qui sont ouvertes d'une façon fantastique il y a 5-6 ans et qui aujourd'hui, à mon avis, vont bien bouger. Donc voilà ce que je dirais pour conclure, peut-être, c'est vous poser la question, est-ce que vous pensez que l'âge d'or est fini? Ou en tous les cas, est-ce que l'âge d'or peut continuer en étant finalement pas plus ferme, pas plus strict dans la manière dont on envisage sa stratégie? Et voilà, je voulais conclure comme ça. Bien, moi j'aurais que 3 choses à vous dire, mais très très court. Premièrement, j'applaudis Godefroy pour toutes les questions qu'il vient de poser. Ça a été court, mais ça a été à mon avis très intense, et j'encourage, je connais un petit peu le secteur, comme vous le savez, j'encourage vivement toute la salle ou une partie de la salle à méditer ce qui vient d'être dit, parce que je pense que c'est vraiment les bonnes questions. Deuxièmement, je voudrais, au nom de l'Institut G9+, et au nom de Technologie Group, vous remercier. Vous êtes venus nombreux et vous avez été attentifs jusqu'au bout, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc merci à vous de la part des 2 organisateurs. Troisièmement,
Vous avez dans votre dossier un questionnaire de satisfaction auquel nous tenons énormément au niveau du G9+. Donc, si vous pouvez prendre 30 secondes, 1 minute pour cocher les cases, c'est encore assez basique. Si vous ne le faites pas, vous allez certainement recevoir un mail demain matin pour vous inciter à le faire par version électronique. Et quatrièmement, je vous invite à prendre un verre maintenant, faire un peu de networking ou continuer le networking. Et à nouveau, je vous remercie de votre présence et de votre attention.